La trahison n'est pas qu'une simple déception, c'est un miroir impitoyable. Elle révèle non seulement le caractère de celui qui a tiré, mais expose aussi, avec une clarté humiliante, la fragilité de celui qui en a subi les conséquences. Vous avez été conditionné à réagir à la douleur comme un personnage dramatique, à surjouer votre souffrance dans l'espoir que l'univers, ou le traître lui-même, reconnaisse votre vertu. Et c'est là que réside l'erreur initiale qui mine votre autonomie. Vous croyez que le véritable dommage est l'acte de trahison lui-même, alors qu'en réalité, votre véritable effondrement se produit précisément dans votre réaction, dans les premières millisecondes qui suivent la découverte. Le premier piège dans lequel presque tout le monde tombe est l'illusion de la recherche de sens, le besoin désespéré d'une soi-disant clôture. Dès que la trahison est révélée, l'ego de la victime se court-circuite. L'esprit ne supporte pas l'idée d'être jetable et, par conséquent, exige un récit. On a envie de s'asseoir, de regarder dans les yeux celui qui nous a poignardé dans le dos et de lui demander « Pourquoi m'as-tu fait ça? Où ai-je fauté? Qu'est-ce qui m'a manqué ?» Comprenez-le une fois pour toutes, la recherche d'explication est l'attitude suprême du subordonné. Lorsque vous exigez une raison, vous validez, en pratique, l'acte de l'autre comme quelque chose qui a une justification rationnelle qu'il faut comprendre. Vous vous mettez dans la position d'un mendiant émotionnel, implorant une histoire qui atténuera votre humiliation. Celui qui se justifie toujours a déjà perdu. Et celui qui implore des explications est déjà à terre, vaincu. Vous donnez au traître le pouvoir d'être le narrateur de votre douleur. Ce que personne ne comprend, c'est que le traître n'a pas de profond dilemme philosophique à vous soumettre. Il n'a pas agi sous l'influence d'une équation complexe du destin. En exigeant des réponses, vous projetez de la complexité là où il n'y a que de simples calculs et un instinct égoïste. Vous tentez de ramener à la logique morale quelqu'un qu'il a déjà abandonné dès l'instant où il a décidé d'agir dans votre dos. Mais ce n'est même pas le pire. L'échec stratégique atteint son paroxysme dans la réaction émotionnelle immédiate. L'explosion, le scandale. Les nuits blanches à envoyer des messages à n'en plus finir, les cris, les larmes versées en public ou en privé, l'exposition viscérale de toute votre vulnérabilité. Dans votre illusion, vous croyez que cette fureur est une démonstration de force. Vous pensez que votre colère débridée est intimidante, que le poids de votre indignation fera culpabiliser l'autre. La réalité clinique est infiniment plus froide. Votre fureur n'est pas une arme, ce sont des données. C'est le reçu précis dont le traître avait besoin pour confirmer son importance dans votre vie. La perte de contrôle de la personne trahie est le trophée caché du traître. En perdant l'équilibre, en laissant votre stabilité psychologique être complètement détournée par les agissements d'un tiers, vous signez un certificat de dépendance absolue. Vous criez parce que vous avez perdu le contrôle. Votre réaction excessive signale à l'autre personne qu'elle détient la clé de votre état mental. Il sait qu'il peut anéantir votre journée, votre semaine, votre tranquillité, d'un simple geste. Pour celui qui tire les ficelles dans l'ombre, votre explosion émotionnelle n'inspire pas le respect, mais la pitié, et flatte l'ego de celui qui vous a blessé. Vous avez dépensé toute votre énergie contre une cible qui, stratégiquement, ne devrait même plus figurer dans votre champ de vision, prouvant ainsi que votre santé mentale est entre les mains de l'ennemi. Et puis, comme si l'humiliation subie ne suffisait pas, surgit le piège le plus insidieux, le plus mortel et le plus silencieux de tous. Le syndrome du pardon prématuré et de la supériorité morale. La société contemporaine, écœurée par des discours thérapeutiques superficiels, vous a conditionné à croire que pardonner rapidement est un signe d'évolution spirituelle. On vous dit qu'il faut pardonner pour aller de l'avant, qu'il faut être plus mature dans cette situation. C'est là que presque tout le monde perd irrémédiablement le contrôle de sa propre dignité. Ce qu'on appelle pardon éclairé n'est, dans 99% des cas, que pure et simple lâcheté déguisée en vertu. Vous ne pardonnez pas parce que vous avez évolué, vous pardonnez parce que vous êtes terrifié par le conflit absolu. Vous pardonnez parce que vous êtes incapable de supporter le vide que l'exclusion de cette personne engendrerait dans votre quotidien. Vous craignez la solitude ? Vous craignez le malaise d'une rupture structurelle et, pour éviter d'affronter l'abîme que représente la rupture avec quelqu'un, vous habillez votre peur de blanc et vous l'appelez moralité. Le pardon,
accordé sans restructuration brutale et punitive des rapports de force, ne guérit pas la blessure. Il ne fait qu'inviter le couteau à s'enfoncer à nouveau. La bienveillance aveugle devient permission. En essuyant d'un chiffon propre une saleté structurelle, en prétendant que l'affection et la coexistence peuvent retrouver leur état antérieur, vous détruisez le dernier rempart de votre forteresse intérieure. Vous enseignez aux traîtres, par l'expérience, que vos limites sont de papier. Le message silencieux que vous transmettez est terrifiant. Tu peux me détruire, tu peux rompre nos accords les plus sacrés, et au final, le prix de cet acte ne sera que des excuses et quelques larmes de ma part. Le traître ne respecte pas votre pardon aveugle. Il méprise votre faiblesse. La récidive devient inévitable, non pas parce que la personne est un monstre incontrôlable, mais parce que vous avez vous-même dévalorisé votre loyauté et prouvé qu'elle ne vaut rien. Vous avez transformé la trahison en une transaction à très faible risque. Toute cette pathétique chorégraphie, la recherche d'explications, le spectacle de la rage, le pardon lâche, a une seule et même origine. Le refus de voir l'être humain tel qu'il est réellement. Vous souffrez non seulement de l'acte lui-même, mais aussi de l'effondrement de l'illusion que vous avez construite autour de l'autre. L'aveuglement que vous nourrissez en croyant que l'amour, l'amitié ou les liens du sang sont des remparts impénétrables contre l'instinct humain de survie et de profit. Tant que vous continuerez à traiter les relations humaines comme un conte de fées où la loyauté est garantie par des promesses abstraites, vous resterez une proie facile. Vous continuerez à souffrir en public, abandonnant votre pouvoir à ceux qui n'hésiteraient pas à vous écraser pour parvenir à leur fin. Votre douleur chronique n'est pas le fruit de la malice d'autrui, mais celui de votre aveuglement volontaire. La soumission, la réactivité aveugle et la faiblesse morale forment la trinité des perdants dans la partie d'échecs qu'est la vie. Ce n'est pas le hasard qui vous manque de respect, c'est votre propre fonctionnement mental qui vous manipule. Mais si le bon sens est une recette infaillible pour la ruine, si se comporter en victime ne fait qu'alimenter le pouvoir de celui qui vous a trahi, il vous faut changer de perspective. Il est impératif d'abandonner le stade des émotions superficielles et de plonger dans les rouages obscurs du comportement humain. C'est là que commence la partie la plus dangereuse. Car pour cesser d'être une victime et agir avec la froideur d'un souverain, vous devez accepter la vérité la plus inconfortable. Vous devez cesser de vous focaliser sur votre propre souffrance et comprendre les calculs précis, la froideur et le mécanisme occulte qui ont opéré dans l'esprit de celui qui a décidé de vous poignarder dans le dos. L'idée romantique que l'autre personne a fait un faux pas, eu un moment de faiblesse, était confuse, ou ne savait pas ce qu'elle faisait. Oubliez-la. Personne ne commet une trahison complexe par hasard. Ce que vous appelez un défaut de caractère passager est en réalité l'exécution silencieuse d'un calcul brutal et logique. Pour comprendre les rouages cachés de la réalité et accéder aux véritables mécanismes en jeu, il faut se départir de toute sentimentalité. Il faut adopter un regard purement clinique et observer le comportement humain dépouillé de tout vernis moral. La trahison n'est pas un dysfonctionnement chez l'autre, c'est le fonctionnement optimal de son propre intérêt et de son instinct de survie. Dans les mois, les semaines, voire les heures qui ont précédé l'acte, une véritable surenchère s'est déroulée dans l'esprit de celui ou celle qui vous a trahi. Le traître n'était pas confronté à une crise existentielle. Il ou elle calculait des probabilités. D'un côté de la balance, il y avait votre respect, votre histoire et vos liens. De l'autre, le bénéfice immédiat, le profit, la convoitise, la soif de pouvoir, l'avantage clandestin de cette trahison. Et, de manière froide, méthodique et pragmatique, son esprit a analysé le risque et abouti à une conclusion mathématique indéniable. Le prix à payer pour vous perdre ou vous blesser était justifié. La récompense primait sur l'importance du risque. Et voici la révélation qui brise l'ego de la victime. Vous n'avez pas été trahi parce que l'autre personne a simplement perdu le contrôle de ses instincts. Vous avez été trahi parce que, dans l'évaluation interne des risques du traître, vous avez été considéré comme sans valeur. Votre capacité de représailles a été mesurée, pesée et jugée insignifiante. Le traître a anticipé le scénario et a pensé, même instinctivement et inavouément, « Si je fais ça et que je me fais prendre, quel est le pire qui puisse m'arriver ?»
Cette personne va-t-elle crier, pleurer, faire un scandale, se retirer pendant quelques semaines, mais finalement, céder et me pardonner? Si la réaction interne à cette évaluation des risques est une faible punition, l'instinct prédateur humain se déchaîne. Dès l'instant où cette évaluation a eu lieu, vous avez cessé d'être une autorité à craindre et êtes devenu une simple variable jetable dans le calcul des profits de l'autre personne. Voilà précisément pourquoi votre indignation moralisatrice est vaine. Vous essayez de raisonner avec une calculatrice à l'aide de poèmes sentimentaux. Ce que presque personne ne comprend, c'est que pendant que vous déplorez la rupture d'un serment que vous considériez sacré, l'autre camp ne fait que gérer les profits tirés de cette violation du contrat social. Vous avez subi une épreuve silencieuse, éprouvé votre incapacité à inspirer la crainte. Sans crainte, point de respect durable. Pour supporter ce rejet stratégique absurde et éviter de sombrer dans la folie, l'esprit humain moyen élabore instantanément un second mécanisme de défense, le sophisme de la double nature. La victime tente de se convaincre en se disant « Mais elle a toujours été si bonne, je connais son bon côté ». On s'efforce désespérément de séparer le bon moi aimé ou en qui l'on avait confiance du mauvais moi qui a orchestré la trahison, comme s'il s'agissait de deux entités distinctes habitant le même corps par hasard. C'est une illusion pathétique qui ne fait que prolonger l'aveuglement. L'analyse comportementale nous enseigne qu'il n'existe aucune division. Ce qui existe, c'est la pression de l'intérêt personnel qui révèle la véritable et solide structure morale de l'individu. La coexistence sociale pacifique et harmonieuse exige le port constant de masques. Nous agissons tous, sans exception, dans un théâtre de convenance où la politesse, la courtoisie et une loyauté apparente sont les conditions requises pour appartenir au groupe. Mais lorsqu'un intérêt caché suffisamment puissant entre en scène, qu'il s'agisse d'argent, d'ambition, de vanité débridée ou de libido, le masque se fissure irrémédiablement. La trahison n'a pas transformé une personne noble en monstre du jour au lendemain. Elle a simplement été l'instant précis où la pression de l'intérêt personnel a fait voler en éclats les lourds mécanismes de la façade sociale, révélant l'archétype qui avait toujours été là, tapi dans l'ombre. Le traître n'a pas changé d'essence. Il s'est simplement senti suffisamment à l'aise ou a éprouvé un désir suffisamment pressant pour cesser de jouer la comédie. Accepter ce fait, c'est comme avaler du verre pilé. C'est viscéralement douloureux, mais c'est le seul chemin connu vers la véritable lucidité. Ce que vous avez vu se refléter au moment de la découverte de la trahison n'était pas l'exception pathologique à la règle. C'était l'essence brute, nue, libérée de la censure castratrice de la coexistence. Pour explorer plus en profondeur les mécanismes invisibles du comportement et des transgressions de limites, il nous faut considérer les relations humaines à travers le prisme de l'architecture guerrière d'une forteresse médiévale. Votre espace, votre intimité, vos secrets, votre temps et vos ressources constituent votre territoire souverain. Et tout territoire, qu'il soit animal ou social, est constamment sondé par ceux qui l'entourent. Le traître agit selon la même logique militaire qu'un envahisseur s'approchant des murs de votre esprit au cœur de la nuit. Il ne fait pas s'écrouler les portes d'un seul coup, il ne commet pas la grande trahison dès le premier jour. Il commence par tester les briques mal fixées. Il parcourt le périmètre, observant où dorment les gardes, qui représentent ses limites personnelles de respect. Un petit mensonge inoffensif, facilement pardonné, un manque de respect subtil toléré en public, un engagement financier ou moral non honoré, passé inaperçu par crainte de créer des tensions. Chaque petite infraction, aussi insignifiante soit-elle, que vous avez acceptée ou ignorée par le passé, a été une brique de votre muraille retirée sans que vous n'ayez à opposer la moindre résistance. L'envahisseur s'aperçut peu à peu que vos douves étaient à sec et que vos lances manquèrent de pointes acérées. La trahison d'un chef n'est jamais un événement isolé. C'est l'invasion finale d'un territoire déjà cartographié et jugé vulnérable. Si face à une invasion aussi brutale de votre forteresse, votre réaction est de baisser la tête, de tenter de négocier les conditions d'occupation avec l'envahisseur ou de pardonner l'invasion au nom d'une prétendue paix lâche, vous ne reconstruisez pas vos murs. Vous polissez les clés du château et les remettez à ceux qui l'ont pillé. Pour un conquérant,
L'absence de représailles chirurgicales et implacables n'est pas un signe de compassion. Elle signifie que votre terre n'a pas de propriétaire légitime. Le pardon sans châtiment sévère est le sésame de la perpétuité pour le parasite. C'est précisément sur cette fine ligne que la réalité tranche brutalement entre ceux qui souffrent éternellement et ceux qui maîtrisent leur destin. Tandis que l'homme ordinaire, le regard tourné vers le passé, pleure amèrement sur les ruines de ses remparts et déplore l'injustice du monde, le stratège, lui, comprend que l'attaque lui a en réalité apporté des informations précieuses. La biologie élémentaire nous enseigne que le prédateur ne ressent aucun remords moral lorsqu'il tue sa proie. Il ne ressent que le soulagement d'une faim apaisée. Et dans l'écosystème prédateur des relations sociales et de pouvoir, ceux qui agissent dans l'ombre, mus par des avantages invisibles, n'agissent pas selon la fréquence d'une véritable culpabilité, mais exclusivement selon celle de la commodité et du calcul des dommages. Si le traître pleure à chaudes larmes lorsqu'on le démasque, ce n'est pas parce que sa douleur l'a brisé le cœur, c'est parce que le théâtre s'est effondré, le masque confortable s'est brisé, et qu'il doit désormais affronter le travail épuisant et le malaise social que représente la réécriture de son image, afin de ne pas perdre d'autres alliés ou son statut. Dans la grande majorité des cas que vous rencontrerez, le remords du traître n'est qu'une manœuvre de gestion de crise d'urgence. C'est le service de relations publiques de son propre ego qui travaille sans relâche pour tenter d'éviter des dommages collatéraux plus importants. L'intensité de la douleur de la victime est presque toujours indifférente au calcul du traître. La seule variable qui le tient vraiment éveillé la nuit est l'ampleur des conséquences et des pertes qu'il devra endurer désormais. Comprendre cette asymétrie vous arrache brutalement à la passivité de la victimisation et vous place face à un immense tableau de bord de contrôle. Vous cessez d'être la cible fragile d'une tragédie personnelle et devenez l'analyste d'un code source très primitif qui régit l'humanité. Lorsque ce décryptage complet s'installe dans votre esprit, le cycle se referme. Le sentiment paralysant d'apitoiement sur soi disparaît complètement. Vous cessez de saigner inutilement. Le vernis romantique s'effrite et à la place de cette lourde et confuse tristesse, une clarté tranchante, silencieuse et d'une froideur absurde émerge instantanément. Vous réalisez avec une lucidité effrayante que la trahison n'était en aucun cas la fin de votre dignité. C'était le diagnostic brutal, mais nécessaire, dont vous aviez besoin pour purifier votre territoire des éléments faibles, déloyaux et mercenaires. Vous comprenez maintenant exactement quelle fut votre erreur initiale et maîtrisez parfaitement le mécanisme néfaste qui opérait derrière les actions de l'autre personne. La machine de l'intérêt personnel est complètement exposée et les rouages du confort humain sont visibles à l'œil nu. Le terrain mental est irrévocablement préparé pour le retournement de situation définitif. L'envahisseur est déjà parmi vous, attendant patiemment votre explosion émotionnelle prévisible ou votre pardon pathétique pour valider définitivement sa victoire. Mais sa réaction sera totalement différente de ce à quoi il s'attend. L'heure est venue de désactiver le mode de survie réactif et de prendre le contrôle absolu de la situation. Comment, après tout, celui qui maîtrise l'art de décrypter la réalité peut-il agir à partir de maintenant? Comment le véritable stratège, libéré de toute illusion enfantine sur la nature humaine, peut-il riposter sans même sourciller ni hausser la voix? Que se passe-t-il concrètement lorsqu'on cesse de réagir comme une proie blessée et qu'on adopte la souveraineté implacable d'un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire? Dans l'esprit étriqué et vaniteux du traître, règne une attente presque arrogante quant à son comportement. Il a anticipé votre souffrance, calculé vos questions et, secrètement, a déjà répété le discours de justification ou les excuses convenues qu'il utilisera pour apaiser son ego blessé. L'intrus s'attend à trouver de l'autre côté de la porte une victime furieuse ou en larmes, prête à entamer le pathétique ballet des disputes, des exigences interminables ou du déballage de secrets inavouables. C'est précisément là que le stratège machiavélique exécute le coup le plus violent et le plus déstabilisant de ce jeu d'échecs humains. La guillotine du silence absolu. Le souverain ne discute pas les conditions avec celui qui a déjà rompu le pacte. Il coupe tout simplement les ponts. L'absence de réaction émotionnelle est l'arme de destruction massive de l'intelligence comportementale. Lorsque vous découvrez la trahison et que, au lieu d'exploser,
Vous restez froid et impénétrable. Vous réduisez à néant le récit de l'autre. Le traître a besoin de votre colère pour se sentir important. Il a besoin de votre haine car elle est encore un pont, la preuve qu'il hante toujours votre esprit et influence votre pouls. Mais lorsqu'il vous regarde et ne trouve que le vide glacial d'un regard qui le transperce, comme un fantôme, le rapport de force s'inverse instantanément. Vous étouffez toute communication. Ce silence chirurgical n'est pas un manque de mots, mais la communication brutale de l'anéantissement de l'autre dans votre écosystème. Celui qui trahit ne mérite pas de connaître vos émotions. En devenant illisible, vous lui arrachez le repère des mains, le laissant perdu, paranoïaque et suffocant dans sa propre insignifiance. Pour comprendre la maîtrise pratique de cette posture, il nous faut lever le voile et observer le summum de la froideur stratégique dans la culture populaire et le cinéma, reflet direct des lois immuables du pouvoir. Prenons la figure magnétique et énigmatique de Michael Corleone et le moment crucial de sa rupture avec son propre frère, Fredo. La trahison de Fredo n'était pas une erreur de jeunesse, c'était une manœuvre en coulisses qui a failli coûter la vie au chef et entraîner la chute de l'Empire. L'homme ordinaire, confronté à la trahison de son propre frère, aurait sombré dans l'hystérie, les larmes, une violence aveugle et incontrôlée, et la ruine émotionnelle de voir sa famille se décomposer de l'intérieur. Mais observons l'attitude de l'archétype du souverain. Lorsque Michael découvre la vérité lors de la fête du Nouvel An à la Havane, il ne provoque pas de scandale public. Il ne gaspille pas son énergie à exiger des explications exhaustives, ni à tenter de comprendre les traumatismes d'enfance de Fredo qui l'ont conduit à ce choix pathétique. Il fixe le visage du traître, le dévisage, et prononce la phrase qui scelle son destin. « Je sais que c'était toi, Fredo. Tu m'as brisé le cœur. » Ce baiser mortel n'est pas un acte de perte de contrôle. C'est la formalisation clinique d'une élimination inévitable. Michael ressent la douleur. La déception est réelle et viscérale. Mais il ne permet pas une seule milliseconde, que cette douleur perturbe le fonctionnement de sa machine stratégique. Fredo cesse d'être le frère et est instantanément relégué à la catégorie de menace et de atout toxique. Et c'est là que le génie de la manipulation du pouvoir se révèle dans sa forme la plus crue et la plus brute. Michael n'élimine pas Fredo immédiatement, car cela causerait des dommages collatéraux insupportables à la dynamique familiale tant que leur mère est encore en vie. Il l'isole. Il lui coupe tout accès privilégié. Le traître est maintenu en vie et à proximité, mais complètement vidé de tout pouvoir, banni de l'intimité, confiné à une existence fantomatique au sein même de la structure. Michael applique la règle d'or de la souveraineté. Il ne pardonne pas, il manipule l'ennemi jusqu'au moment où son élimination est parfaitement avantageuse et sans risque. Lorsque l'ennemi n'est plus utile et que le rempart moral de la mère disparaît, l'exécution est menée sans remords, sans avertissement et sans hésitation, confirmant ainsi que la trahison n'a jamais été oubliée, mais seulement reléguée au second plan dans le tiroir de la froide vengeance. Cette dynamique terrifiante est le manuel pratique de votre nouvelle identité. Désormais, face à la trahison, votre réaction se résume à 2 options, sans thérapie de couple ni réconciliation larmoyante. La première est le rejet absolu. Si la personne qui vous a trahi n'a aucune utilité, ni vitale ni pratique, pour votre vie personnelle ou professionnelle, s'il s'agit d'une simple amitié de circonstance, d'une relation amoureuse ratée ou d'une relation superficielle, l'exclusion doit être immédiate, irrévocable et définitive. Inutile de la bloquer en publiant un manifeste sur les réseaux sociaux. Inutile d'envoyer un message d'adieu pour justifier votre départ. Vous cessez simplement d'exister dans la même dimension que le traître. Votre numéro de téléphone change, votre itinéraire diverge, votre regard passe devant elle comme devant un lampadaire. Le châtiment ultime pour celui ou celle qui pense vous avoir trompé est de découvrir que dans votre balance, son poids est insignifiant. Vous la plongez dans l'oubli le plus total, le purgatoire de celui ou celle qui se croyait irremplaçable. Mais il existe une seconde voie, plus complexe, qui exige l'esprit d'un véritable joueur d'échecs. Que faire si le traître est quelqu'un dont on ne peut se débarrasser instantanément? Un actionnaire majoritaire, le père ou la mère de vos enfants, un supérieur hiérarchique direct,
Un membre de la famille incontournable? C'est là que la plupart des gens renoncent à leur dignité en avalant la pilule et en feignant l'ignorance au nom de la coexistence. Le stratège, lui, n'agit pas ainsi. Il applique l'utilitarisme de l'ennemi. Le traître perd définitivement son statut de allié, de confident ou de partenaire et est froidement relégué au rang d'instrument opérationnel. La relation se poursuit, les bonjours fusent, les contrats sont honorés, les déjeuners du dimanche ont lieu, mais la nature même de cette relation a subi une transformation irréversible en coulisses. Vous privez cette personne du plus grand privilège qu'un être humain puisse avoir sur un autre, son authenticité. Le traître n'aura plus jamais accès à vos projets, vos faiblesses, vos peurs, ni à votre argent sans surveillance. L'interaction devient purement transactionnelle, mécanique et aseptisée. Vous vous créez un avatar lisse de vous-même pour interagir avec cette personne, une façade sociale inoffensive qui sourit et salue, mais qui, en coulisses, épie chacun de ses mouvements avec la froideur d'un geôlier. Vous commencez à utiliser la présence du traître exclusivement à votre propre avantage. S'il vous est utile pour conclure des affaires, vous exploitez son utilité jusqu'à la dernière goutte, mais avec des contrats à toute épreuve. Si la relation est nécessaire au bien-être de vos enfants, vous maintenez une paix sociale parfaite avec une habileté technique irréprochable, mais émotionnellement, cette personne est morte et enterrée au plus profond de votre esprit. Vous tirez un profit continu d'une relation qui ne peut plus vous nuire, car vous avez préservé votre santé mentale. Le traître se croit pardonné, car les apparences sont trompeuses, mais au sein même de son empire, il est déjà prisonnier des chaînes invisibles, qui le retiennent prisonnier. Voici l'ascension ultime. La maîtrise totale de cette logique opère un miracle alchimique sur votre structure psychologique. La douleur de l'ego blessé se transmute violemment en une protection absolue. Le ressentiment, poison des faibles, s'évapore pour laisser place à une froideur et une habileté calculatrice qui vous impressionnent vous-même. L'observateur naïf pleure d'avoir perdu un être cher. Le stratège, lui, sourit intérieurement car la vie, dans un élan de générosité extrême, a éliminé un infiltré de bas étage avant que les risques ne s'aggravent. Vous n'avez pas perdu un allié, vous avez acquis des informations inestimables sur les failles de votre propre système de sécurité et sur la nature corruptible de cette personne. La trahison, autrefois une marque d'humiliation, est devenue votre plus grand atout. Quiconque survit au choc initial, abandonne le moralisme et endosse la peau du stratège, devient une force irrésistible. Vous développez un radar cinétique pour le comportement humain. Vous cessez d'être surpris par la bassesse d'autrui et commencez à l'anticiper, la manipulant à votre avantage. Votre posture change. Le ton de votre voix acquiert la gravité de quelqu'un qui n'a d'explication à rendre au monde, et les prédateurs sociaux qui vous considéraient autrefois comme un terrain fertile pour la manipulation sentent désormais la poudre à canon à l'approche de vos frontières. La souveraineté ne consiste pas à être insensible à la douleur. La souveraineté consiste à s'assurer que quiconque ose vous faire souffrir regrette amèrement d'avoir sous-estimé la brutalité de votre riposte silencieuse. Vous n'êtes plus le trahi. Vous êtes celui que le traître tente désespérément pour le restant de ses jours d'oublier avoir osé vous défier. Si cette vidéo a changé votre perception de la réalité et vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à développer votre esprit et laissez un commentaire. Avez-vous déjà appliqué la règle du silence ou êtes-vous encore prisonnier de vos émotions? Regardez les vidéos qui s'affichent à l'écran. Votre entraînement à la stratégie et au pouvoir ne fait que commencer.